Ok, on va démarrer. Bienvenue à tous du coup au meet-up conjoint VMUG et Cloud Native Computing Foundation. Déjà là, juste pour savoir, dans la salle, qui est-ce qui est déjà venu à un meet-up CNCF ou qui connaît la CNCF? Ok. Qui est-ce qui connaît du coup le VMUG ou qui est déjà venu à un VMUG, un événement? Ok. Du coup, d'abord, merci à Dell de nous recevoir et pour la bière et les pizzas tout à l'heure. Je vais te laisser juste présenter. Bonjour à tous, Noam. Moi, je m'occupe du VMUG en France et notamment le VMUG aussi de Nantes. Donc, c'est la communauté d'utilisateurs VMware. Pour ça, c'est les utilisateurs finaux qui se donnent rendez-vous ponctuellement pour échanger sur les bonnes pratiques et faire aussi de la veille techno et découvrir un peu de nouvelles solutions. Et on a toujours l'habitude de finir nos réunions par une bière. Alors nous, dans l'environnement virtuel, on met toujours un V devant quelque chose. Donc nous, c'est les V-beers sur lesquels, à chaque fin de réunion, on conclut par ça. Donc c'est une grosse communauté, en France c'est 1600 personnes, et on fait régulièrement des events. La semaine dernière on était à Paris, on a fait un petit event, un afterwork au Fos, c'était très très sympa. Et on a des belles communautés. Là, celui-ci, celui que vous voyez, c'était chez OVH. On était chez OVH avec Octave Klaba. On aime bien aussi le côté un peu métal. Vous voyez le t-shirt, j'ai un collègue qui l'a mis d'ailleurs pour cette occasion, c'est sympa. Donc on est un peu dans cet esprit-là, tout simplement parce qu'on est très lié aussi avec le Hellfest, c'est d'actualité, c'est pour ça que j'en parle. Donc voilà. Donc quelques événements qu'on fait, on était notamment au VMworld. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la grosse messe annuelle qui a lieu soit aux États-Unis et en Europe. Et en Europe, c'est à Barcelone, parce que tout se passe à Barcelone en Europe. Voilà un petit peu la communauté VMUG. Et donc je laisse la main à mes compères du Meetup CNCF. C'est une première, c'est une sorte de crossover, ce qu'on peut voir des fois dans les séries américaines. Ben voilà, on a fait un crossover de communauté, je trouve ça super sympa. C'est l'esprit, je pense, de chaque communauté de pouvoir partager. Et donc je vous remercie encore à toute l'équipe de nous avoir proposé conjointement de faire ce meet-up. Merci également, du coup c'est vrai que c'est une super opportunité, on va essayer d'en faire de plus en plus. Donc un petit rappel pour ceux qui connaissent pas ou qui savent pas trop ce qu'on fait. Donc le Meetup CNCF, on l'a créé donc pour parler de cloud, pour essayer de voir un peu tous les projets innovants qui vont être regroupés au sein de la CNCF, pour faire la découverte de tous ces projets et pour essayer de découvrir un peu les communautés qui gravitent autour de ces projets qui sont assez dynamiques. Donc comme on peut voir, il y en a quelques-uns des projets. Donc il y a vraiment un terrain de jeu qui est énorme en fait. On a beaucoup d'opportunités, de choses à découvrir. Donc on vous invite aussi, si vous avez des sujets à proposer, si vous avez des envies de découvrir des choses, à pas hésiter à nous contacter. On est ouvert à toute proposition de sujet. Donc dans les meet-ups qu'on a à venir dans l'idée, donc on aura un workshop découverte qui sera organisé. On va essayer de choisir un projet CNCF et du coup d'essayer de monter sur la techno entièrement sans connaître le sujet au départ. Ensuite on a un meet-up qu'on voudrait faire avec OVH sur leur partie Kubernetes, puisqu'ils ont monté du coup le Kubernetes dans Kubernetes, et on voudrait faire un meet-up conjoint avec le jeu. Juste du côté des news, donc on fait donc à chaque meet-up, on va faire des news, on va présenter un petit peu les événements qui sont passés autour de la communauté CNCF. Donc juste pour qu'on resitue pour tout le monde, dans la CNCF, il y a 3 types de projets. Les projets qui sont inscrits, qui arrivent, ça va être les projets donc de type sandbox. Donc les projets, c'est ceux qui sont un petit peu adoptés par les innovateurs. Ensuite, on va avoir les projets qui sont incubating. Donc là, ça va être des projets qui vont être validés par un comité de direction de CNCF, un comité technique du coup qui va valider le projet, qui va considérer que le projet il est potentiellement intéressant. Et ensuite, on a l'étape graduated, qui est du coup le projet est validé, le projet il suit un format qui est respectueux un petit peu des normes CNCF.
Et du coup, pourquoi je parle de ça? Parce qu'en fait, donc depuis notre dernier meet-up, il y a eu 2 nouveaux projets qui ont rejoint un petit peu et qui ont augmenté en grade. Donc on a eu CRIO, qui est un conteneur runtime, donc qui est essentiellement voué à être un conteneur runtime qui serait beaucoup plus léger que Docker et qui va se plugger directement sur l'interface conteneur runtime de Kubernetes. Et ensuite, on a FluentD, du coup, qui a été gradué. Donc, il rejoint la liste des projets, des 8 projets, il me semble, qui sont donc gradués et soutenus par la communauté et qui respectent des normes, qui ont un planning des évolutions à venir. Et en finale, on a donc Apple qui a rejoint les membres Platinum du CNCF. Donc, ce qui confirme encore plus, il rejoint une belle liste de membres déjà, mais ça confirme encore plus l'intérêt des grosses sociétés pour le CNCF. Dont Dell, effectivement, oui, Dell qui est aussi Platinum member. Donc dans les événements, il y avait également la KubeCon. Et la KubeCon, du coup, Gaël et Eric vont nous en parler tout de suite. Et ensuite, le deuxième talk, ça parlera de la sécurité avec Kubernetes et les conteneurs Docker. Et ce sera Alexandre qui nous présentera ça. Et merci à vous. Du coup, donc, je vais laisser la parole à Alexandre pour nous présenter sa conférence sur la sécurité dans Kubernetes et les conteneurs Docker. Bonjour à tous, donc je suis Alexandre Roman, plateforme architecte chez Pivotal à Paris. Donc vous pouvez me suivre sur un certain nombre de liens. Si vous souhaitez prolonger la discussion après ce talk, n'hésitez pas, je suis ouvert à toutes vos questions. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire ce soir, c'est je vais vous présenter un petit peu les problématiques liées à la mise en œuvre de Kubernetes en production, et notamment sur la partie sécurité, avec un focus sur Docker. Avant que je commence, je suis assez curieux de savoir combien parmi vous ce soir ont déployé un Kubernetes dans leur société, organisation. On va dire qu'on est à peu près 3/4 de la salle. Combien ont d'applications Kubernetes en production? Ok, on descend. Et combien arrivent à patcher et à manager leur Kubernetes? Et combien de personnes arrivent à opérer et à mettre à jour leur Kubernetes? C'est des Kubernetes managés? Ok, très bien. Bon. Alors, le focus de ce soir, en fait, ça va être de prendre un use case très concret. Il y a de cela quelques semaines, quelques mois, on a eu une faille de sécurité Runc, pour ceux qui connaissent. Ce qui s'est passé, c'est que, grosso modo, avec un conteneur spécial, bien mal formé, on avait la possibilité en fait de s'échapper du conteneur et de prendre la main sur le worker node. Voilà, donc une faille assez importante qui touchait Docker. Et une faille donc assez importante et donc des mises à jour derrière à gérer. Donc ce qu'on va faire ce soir, c'est que je vais vous présenter un petit peu les enjeux par rapport à tout ça et on aura l'occasion de patcher en live ce soir un cluster Kubernetes pour vous montrer un petit peu la méthodologie et comment est-ce qu'on peut s'y prendre aujourd'hui avec des technos adaptés. On aura l'occasion de faire un petit focus rapide sur qu'est-ce que c'est qu'un conteneur, afin que tout le monde puisse comprendre de quoi on parle et quels sont les enjeux derrière. On verra le focus par rapport à Kubernetes et les solutions qu'on amène. Mais pour commencer, déjà, qu'est-ce qu'un conteneur? Donc, un conteneur, grosso modo, il va tourner sur votre infrastructure. Donc, ça peut être une infrastructure managée ou du on-prem avec du vSphere, par exemple. Et il va y avoir un OS ou un hyperviseur qui va gérer et faire tourner notre machine. Et en fait, derrière, on va avoir notre conteneur runtime. Donc, que ce soit CRIO dont on a parlé tout à l'heure, ou Docker. Au niveau de Kubernetes, on a le choix de pouvoir utiliser différents moteurs d'orchestration. Et l'objectif, c'est de faire tourner des conteneurs. L'intérêt des conteneurs, c'est qu'on va pouvoir, après, derrière, densifier, en fait, vis-à-vis de nos nœuds, vis-à-vis de nos workers, et c'est-à-dire qu'on va optimiser l'utilisation de nos ressources. Traditionnellement, avec nos VM, on allouait un certain nombre de ressources pour nos applications, et puis parce qu'on ne savait pas trop qu'est-ce qu'on devait donner comme mémoire ou comme disque ou comme CPU, on avait la tendance à surallouer les ressources associées à nos VM. Avec les conteneurs, on va avoir la capacité de pouvoir
déployer facilement plusieurs conteneurs sur un même worker node, ce qui va permettre en fait une meilleure utilisation des ressources. Si le moteur d'orchestration, par exemple Kubernetes, s'aperçoit qu'un nœud est en capacité de pouvoir accueillir un conteneur, il va pouvoir le déposer dessus. S'il s'aperçoit derrière que les ressources ne suivent pas, le moteur d'orchestration est capable de se reconfigurer et de déplacer les conteneurs d'un worker à un autre, ce qui va permettre une meilleure utilisation de nos ressources. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de nos conteneurs ? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un conteneur, c'est un assemblage de différentes couches, différentes layers. Parmi ces layers, traditionnellement, on va retrouver une base d'OS, que ce soit une Alpine, Ubuntu, Red Hat, etc., qui vont fournir un petit peu la base de travail. Donc c'est là qu'on va retrouver éventuellement des binaires, de quoi pouvoir se loguer sur le conteneur si on laisse un bash ou un SH à l'intérieur. C'est là qu'on va retrouver également des bibliothèques type OpenSSL, etc., pour pouvoir assurer l'exécution de nos applications. Par-dessus, on va retrouver la runtime layer. Donc là, on parle de l'IPC, on parle de toutes les bibliothèques nécessaires qui vont être consommées par notre application et notre couche d'application. Couche d'application, du coup, l'intérêt, c'est de pouvoir faire tourner du Java, du Node.js, PHP, Python, Go, etc. Et ce, de manière complètement indépendante vis-à-vis des worker nodes de nos VM qui vont faire tourner nos conteneurs. Un petit focus très rapidement. Comment est-ce qu'on construit un conteneur ? Là, vous avez à l'écran un exemple de Dockerfile, qui devient un peu la norme pour construire nos conteneurs. On voit que on retrouve nos couches qu'on vient de voir juste avant. Donc, on va partir d'une base d'OS. Hop là, pardon. On va y copier notre artefact, notre application. Donc là, il s'agit d'une application Java. On va y exposer nos ports avec une configuration pour l'exécution, et à la fin, on va exécuter notre process. L'intérêt, en fait, c'est qu'une fois qu'on a construit notre conteneur, pour pouvoir le rendre disponible et pour pouvoir le diffuser et le déployer sur notre Kubernetes, on va devoir pousser le conteneur sur ce qu'on appelle un container registry. Alors, il existe plusieurs registres de conteneurs. Il faut voir ça comme un référentiel dans lequel on va venir y stocker différentes couches. L'idée, c'est qu'une fois que le conteneur a été construit, que ce soit sur votre laptop ou dans une pipeline CI/CD, qu'on vienne y déposer ce conteneur dans le registre afin de pouvoir le déployer derrière. Et lorsqu'on va déployer nos conteneurs, en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que notre conteneur, il est construit avec différentes couches. Et notre conteneur, lorsqu'on va le mettre en exécution, lorsqu'on va le déployer avec par exemple un Kubernetes, il faut avoir en tête qu'en fait, on a différentes couches qui sont composées à l'intérieur de notre conteneur. Et c'est là où je veux aujourd'hui mettre l'accent sur ce fait, c'est que un conteneur, il faut qu'on soit maître de ce que l'on va déployer dedans et ce que l'on va mettre en production. Et il faut avoir en tête que on peut pas se satisfaire du fait qu'un développeur puisse amener en production du code et des libs et des morceaux d'OS sans qu'on sache ce qu'il y a à l'intérieur. Je ne sais pas comment vous construisez vos images de conteneurs chez vous, mais il y a fort à parier, beaucoup d'entreprises en tout cas ne se préoccupent pas de ce que l'on met à l'intérieur. Et ce qui est d'autant plus important, c'est que lorsqu'on va avoir en fait un empilement de couches, un empilement de layers, lorsqu'on va aller chercher à droite à gauche, pêle-mêle, une JVM à droite, des libs à gauche, etc., on va empiler différentes couches dans notre conteneur et en fait, on va avoir des couches qui vont provenir soit de notre conteneur, de notre registry interne. On va retrouver là nos applications, notre middleware, mais on va probablement aller chercher une JVM ou des morceaux d'OS qui viennent d'autres registries, d'autres conteneurs, alors que ce soit ici Docker Hub ou que ce soit d'autres registries que vous allez configurer dans votre pipeline. Et on a besoin, lorsqu'on met en production des applications, de vérifier la provenance de ça. Parce que le jour où il y a une faille de sécurité, le jour où une nouvelle version de la JVM doit sortir pour corriger un certain nombre de failles de sécurité, le jour où une faille comme Heartbleed sur OpenSSL est mis au public, est découverte,
Eh bien, en fait, derrière, c'est tous vos conteneurs qui s'appuient là-dessus, qui sont concernés et qui doivent subir une mise à jour, qui doivent être mis à jour. Sinon, vous êtes vulnérable et à l'affût des pirates. Et l'idée, en fait, aujourd'hui, donc, ça va être de se concentrer là-dessus. Vous voyez à peu près maintenant ce que c'est qu'un conteneur avec l'empilement des couches. Et on va voir comment, avec Kubernetes, on va pouvoir adresser ce genre de choses. Il y a de cela 2 mois, il y a une étude qui est sortie et qui a montré que sur les 10 images Docker les plus populaires, on avait en moyenne, enfin au bas mot, 30 vulnérabilités à l'intérieur. Donc quand on parle d'une vulnérabilité, c'est des vulnérabilités qui permettent de passer route, de pouvoir s'échapper de l'applicatif et de pouvoir passer route dans le conteneur, si tant est que notre conteneur tourne en route. Vous vous rappelez le Dockerfile qu'on a vu il y a 3 minutes? Si vous l'envoyez comme ça en production, votre application, votre JVM, elle tourne en route avec les droits d'administration. Il y a des techniques qui permettent d'abaisser le niveau de privilège au niveau de notre conteneur. Mais il n'y a pas que ça. Rappelez-vous les middleware, les couches intermédiaires dans notre conteneur. Dans cette étude, on a montré que si par hasard vous allez tirer l'image de base de Node.js, si vous faites des applications Node.js, je vous apprends ce soir, vous avez au moins 580 vulnérabilités connues, donc des failles de sécurité qui sont présentes. Et là, je parle d'une image Docker qui est disponible sur Docker Hub. Donc vous faites un from Node.js, vous avez 600 vulnérabilités qui sont disponibles. Vous avez peut-être un peu plus de chance si vous utilisez d'autres types de vulnérabilités, mais tout de même, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête lorsqu'on va chercher des éléments à l'extérieur, lorsqu'on va s'appuyer sur des conteneurs, des registres de conteneurs externes, type Docker Hub. On ne sait pas ce qu'on va récupérer. Et on a besoin de se rassurer et de savoir qu'est-ce que l'on met en prod. Alors parmi ces vulnérabilités, il y en a qui sont plus ou moins importantes. Après, libre à chacun de voir le risque que l'on encourt à déployer et à utiliser ce genre d'image Docker. Si on parle des failles qu'on va retrouver couramment, là on vous revoyez le schéma qu'on a vu en début de séance. En fait, il y a des failles à tous les niveaux. Alors évidemment, je vous cache pas les vulnérabilités que vous introduisez vous-même dans votre application. Ça, c'est votre copyright, c'est à vous. C'est propre à votre application. On a vu au niveau de la couche runtime, une JVM, avec le rythme des évolutions. Lorsqu'on va regarder les release notes d'une JVM aujourd'hui, c'est un nombre important de failles de sécurité à chaque fois qui sont corrigées. Je ne vous parle même pas de PHP, Node.js qu'on a vu tout à l'heure. Dans les images d'OS, je parlais tout à l'heure d'OpenSSL. Vous vous rappelez peut-être il y a 2-3 ans à peu près, la faille Heartbleed qui permettait en fait, lorsqu'on avait un accès HTTPS vers une application, donc imaginez votre Nginx ou votre serveur Apache qui est packagé dans votre image Docker, s'il utilise une lib OpenSSL qui contient la faille Heartbleed, on va être capable à distance de pouvoir extraire le contenu de la mémoire. Et si on s'y prend bien, on peut même aller déborder l'espace mémoire du conteneur et aller chercher des morceaux qui se tournent sur le worker node. On imagine un peu le niveau de criticité de cette faille. Au niveau conteneur runtime, ça va être l'objet de ce soir, la faille runC, qui permettait, comme je l'expliquais tout à l'heure, d'écraser en fait le binaire runC qui est présent sur le worker node. Et à partir de là, comme bien souvent les installations Docker tournent en route, avec les droits d'administration sur la machine, ça veut dire qu'une fois qu'on est root sur la machine, on peut faire ce qu'on veut. Donc là, on est complètement sorti du conteneur et on devient root sur une des machines de votre cluster. Imagine un petit peu la criticité de cette faille. Et puis je ne vais pas vous citer Dirtico, et puis Meldon et Spectre. On a même des failles au niveau même de votre CPU. Vous vous rappelez peut-être de Meldon et Spectre. Ça a entraîné du coup des patchs de sécurité dans les noyaux Linux, dans les kernels Windows, etc. Afin d'empêcher un hacker de pouvoir tirer parti de l'hyperthreading sur nos processeurs et de pouvoir comme ça se balader dans les espaces mémoire et accéder à des informations auxquelles on n'aurait pas droit. Donc les patchs
de ces systèmes d'exploitation, de ces noyaux de systèmes d'exploitation les patchs sont arrivés pour ces noyaux. Et donc vous imaginez bien quand on a une centaine, voire des milliers ou des dizaines de milliers de VM et de worker nodes à patcher, le travail que ça peut représenter. Et vous avez là, sur l'ensemble des différentes couches, en fait, on est exposé sur toutes les... Il n'y a aucune couche qui n'est pas épargnée par ces bugs. Et en fait, si on n'y fait pas attention, si on n'a pas conscience de ça, si on le découvre en prod, c'est déjà trop tard. Hein, vu la quantité de failles de sécurité qui sont présentes à tous les niveaux, si vous n'avez pas une stratégie pour mettre à jour et pour pouvoir continuer à opérer vos clusters, en production, ce sera déjà trop tard. Donc ce que je vous propose, c'est de passer sur une partie plus pratique, plus démo. Donc ce qu'on va faire, c'est on va se mettre en situation. Et il y a une application que j'ai déployée, sur laquelle vous allez pouvoir vous connecter dans quelques minutes. Je vais vous inviter à l'utiliser. Et on va faire comme si la faille runC devenait publique ce soir et que nous devions patcher et publier une mise à jour pour notre cluster Kubernetes. Et on va voir comment est-ce qu'on va s'y prendre pour faire ce genre de choses. Évidemment, le but du jeu, vous l'avez compris, c'est d'éviter l'indisponibilité. Il n'y a pas pire que de se dire, ce soir, on va éteindre les serveurs pendant 2, 3, 4, 6 heures, le temps de patcher nos systèmes. Aujourd'hui, plus personne ne fait ça. En tout cas, quelqu'un de sérieux dans le numérique ne fait plus ça. Et en fait, on a les outils pour le faire, et on va le faire ce soir. Je vous rassure, on ne va pas rester 6 heures, on aura fini bien avant. Donc, je vous invite en fait à vous connecter sur cette application. L'application, c'est Chatbox avec 2X. Vous avez tous un portable à portée de main. Chatbox.alexandremant.fr. Cette application, alors, il n'y a rien de transcendant. C'est une application, on va dire, cloud native, avec du Spring Boot, un peu de security, etc. Vous allez vous connecter dessus, et à partir de là, c'est une chatbox. Donc vous allez pouvoir écrire des messages, échanger des messages, et pendant ce temps-là, ce que je vous invite à faire, c'est à utiliser l'application pour vous montrer qu'il n'y a pas de secret et qu'on va être capable de patcher en live notre cluster. Tout ça, ça tourne sur une instance Kubernetes qui tourne avec PKS. On aura l'occasion d'en reparler juste après. Alors pendant ce temps-là, pendant que tout le monde commence à se connecter, et pour prendre un peu d'avance sur le patching, qui devrait prendre à peu près entre 20 et 25 minutes, c'est le processus de mise à jour. J'aurai l'occasion d'en reparler juste après. Je lance simplement le processus. Voilà. Donc là, vous verrez, c'est une pipeline qui va s'occuper de mettre à jour automatiquement mon cluster. Ce que je ne vous ai pas dit avant, là j'ai juste, pour gagner un peu de temps ce soir, téléchargé en amont les patchs de sécurité. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne, pour gagner un peu de temps. Et derrière, en fait, alors à partir de maintenant, vous êtes probablement connecté sur l'application. Au moins quelqu'un est déjà connecté. Ok, donc ça commence à arriver. Donc là, on est en train de patcher le cluster. Je vous invite à continuer à utiliser l'application. Pendant ce temps-là, on va dérouler le reste de la présentation. Donc, quelles sont les solutions pour adresser nos patchs de sécurité ? Bon, première règle déjà, c'est de rester à jour. Hein, ça peut sembler tout bête, hein, mais avec un cycle de release de Kubernetes avec au moins une version par mois mineure et une version majeure tous les 3 mois, mine de rien, une fois qu'on a installé notre Kubernetes sur notre infrastructure, il faut pas s'imaginer que l'histoire est terminée. Hein. On va devoir mettre à jour au moins une fois par mois, voire tous les 3 mois, pour assurer le cycle de livraison. Et là, je ne parle que de Kubernetes. Hein, on a vu qu'à tous les niveaux, il y avait d'autres failles de sécurité. Donc, rester à jour,
évidemment, c'est le premier conseil qu'on va pouvoir vous donner. Et en fait, la méthodologie que je vais vous exposer là, c'est la manière de faire chez Pivotal. Et c'est celle qu'on cherche en fait à appliquer chez nos clients en les formant et en les habituant à traiter les failles de sécurité et la maintenance de leurs applications et de leurs systèmes de cette manière-là. Donc traditionnellement, lorsqu'une application est développée, donc on va avoir une équipe qui va être responsable de ce qu'elle met dans son conteneur. Hein, on n'est pas dupe. La plupart des équipes de développement, c'est comme ça qu'elles font. Elles écrivent le Dockerfile, elles définissent en quelque sorte ce qu'elles y mettent à l'intérieur, la version de Java, la version de Node.js, etc., etc. Et c'est elle qui a la responsabilité. Et derrière, tout ce qui est infrastructure, finalement, pour l'équipe de développement, c'est un petit peu éloigné et c'est pas ce qui l'intéresse. Hein, c'est géré par votre équipe Ops. Ce que l'on veut faire avec la méthodologie Pivotal, c'est réduire en fait le niveau de la responsabilité, le niveau de travail que l'on donne aux équipes de développement. Une équipe de développement, un développeur, lorsqu'il va coder, il est efficace et il produit et il est utile à son entreprise lorsqu'il code le logiciel. Pas lorsqu'il est en train de patcher son cluster Kubernetes, ou pas lorsqu'il est en train de coder ou de créer une image Docker. On n'amène aucune valeur à l'entreprise lorsqu'un développeur interagit et doit patcher, et doit coder et doit rédiger son Dockerfile. Donc ce qu'on veut, nous, avec la méthodologie Pivotal, c'est de se focuser, de se concentrer sur la couche d'application et de laisser le soin à une équipe dédiée, une équipe plateforme, de gérer finalement tout le reste. Et comment est-ce qu'on s'y prend ? On va le voir tout de suite. C'est en partageant un domaine de responsabilité. L'équipe qui est sur l'équipe de développement, l'idée c'est qu'elle puisse se concentrer sur l'écriture du code, alors de manière itérative, selon la méthodologie qui vous sied le plus, mais l'idée c'est de construire progressivement votre application et de laisser le soin à une plateforme team, on parle de plateforme team chez Pivotal, pour gérer tout le reste. Et l'idée, c'est d'avoir en fait une approche homogène, bout en bout, jusqu'au niveau applicatif, afin de pouvoir, si une faille de sécurité doit arriver, quel que soit le niveau qu'on a vu précédemment, de pouvoir l'adresser et de pouvoir corriger et d'amener des réponses aux failles qui sont dévoilées. Et l'idée, c'est qu'on va pouvoir comme ça avoir une approche homogène sur la partie sécurité, sur la partie résilience. On va pouvoir avoir des stratégies qui vont être homogènes d'une application à une autre. On va pouvoir assurer que nos applications qui sont en prod respectent un certain nombre de règles. C'est important dans certains milieux, par exemple, milieux bancaires, qui ont des règles particulières concernant les applications. Et de ce fait, avoir une approche qui soit homogène. Et pour pouvoir faire ça, en fait, vous comprenez bien que puisque l'équipe de développement doit se concentrer sur la rédaction, l'écriture de son code, il faut qu'on mette en place quelque chose, ce qu'on appelle chez nous une Trusted Container Pipeline, quelque chose qui permette à une équipe de développement de se concentrer sur le code et de laisser la responsabilité tout le reste, donc la construction de l'image Docker, la vérification, et in fine le déploiement sur les différents clusters à une plateforme team qui va s'appuyer sur cette pipeline. Pour les développeurs, aujourd'hui, il y a des technologies qui permettent de construire des images Docker sans avoir à écrire des Dockerfiles. Ce que vous avez vu tout à l'heure, c'est le BABA, le Dockerfile qu'on a vu tout à l'heure, c'est le BABA, le 101, l'introduction pour écrire un conteneur Docker. Mais en fait, aujourd'hui, normalement, si vous êtes assez mature dans le sujet, en fait, on n'a plus besoin d'écrire des images Docker. Vous avez des technologies, on pourrait citer celle Jib de Google, qui permettent de construire automatiquement dans le monde de Java. Vous rajoutez ça dans votre pom.xml, dans votre Gradle, et au moment de la construction, au moment du build, de la compilation et package de votre projet, une image Docker va être produite pour vous. Le développeur n'a plus besoin de présenter un Dockerfile. Il se concentre encore une fois sur son code.
Et il se trouve que, justement, à l'occasion de la KubeCon, il y a un projet qui s'appelle buildpacks.io qui a été annoncé. Et en fait, derrière les buildpacks.io, il y a une technologie qui s'appelle Cloud Native Buildpack, qui fait partie de la fondation CNCF. Donc dans la big picture qu'on a vu tout à l'heure, si vous étiez attentif et que vous aviez des bons yeux, vous auriez pu retrouver le petit logo. Buildpacks.io, c'est quoi? C'est en fait le fruit de l'expérience acquise par les équipes de Heroku, vous connaissez peut-être, Impasse, et également Cloud Foundry. Et l'idée, en fait, c'est que vous présentiez votre code, alors que ça soit du code Java, du Node.js, Python, Node.js, que vous voulez. Et derrière, le Buildpack et les Cloud Native Buildpack vont se charger de construire le conteneur dans un format standard OCI. Et donc on va pouvoir comme ça le faire tourner sur du Docker, CRI-O, etc. C'est un standard. Et l'idée, en fait, c'est que dans la construction de cette image Docker, on va fournir en fait tous les éléments, toutes les couches qu'on a vues tout à l'heure. Donc, si lorsqu'on va présenter notre code, il s'agit d'une application Java, le Buildpack va détecter que c'est une application Java et va être en capacité d'aller télécharger la dernière version de la JVM au moment où vous le compilez, ou alors de fixer vous-même la version de Java que vous voulez faire. Vous avez des paramètres de configuration qui permettent de fixer les règles du jeu, mais par défaut, il va aller télécharger, par exemple, la dernière version stable Java 11 LTS qui est disponible, pour que vous soyez toujours avec des éléments à jour dans votre conteneur. Et c'est valable pour une JVM, c'est valable pour toutes les bibliothèques, le runtime layer et OS Image qui sont en dessous. L'intérêt, c'est que les Cloud Native Buildpack se chargent de ça. Et cette technologie-là, elle est donc elle est dans la partie sandbox de CNCF, en cours d'incubation. Ça reste un projet open source et utilisable, quelle que soit votre technologie Kubernetes que vous utilisez. Donc ça peut être exploitable. À la fin, vous avez une image OCI que vous allez pouvoir déployer sur votre GKE, sur votre PKS. Peu importe le moteur d'orchestration Kubernetes que vous avez derrière, ou votre Docker Run, à la fin vous avez vraiment une image exécutable et qui n'est pas liée à une version particulière de Kubernetes. Ce qu'on retrouve à l'intérieur d'un Buildpack, c'est ça. On parlait à l'instant. Donc vous retrouvez nos différentes couches et en fait, je vais présenter, dans le cadre ici du Buildpack qui s'occupe de Java, je vais pouvoir présenter un jar. Imaginez votre Spring Boot, votre Micronaut, ou votre Quarkus, peu importe. Vous présentez votre jar, un WAR ou un EAR, et derrière, lui, il va être capable de fournir l'environnement d'exécution. Il va être capable d'activer certaines options, s'il se trouve que c'est une application Spring, par exemple. Il va être capable d'activer certaines fonctionnalités propres à ce framework-là. On va être capable, avec les Cloud Native Buildpack, d'activer également, de supporter différents agents pour la mesure des performances. Je pense à Dynatrace, AppDynamics, etc. S'il se trouve que le Cloud Native Buildpack détecte que vous mettez en œuvre un agent APM, il va être capable d'ajouter automatiquement dans la ligne de lancement, dans l'entry point, en quelque sorte, de votre Dockerfile, automatiquement les options nécessaires pour pouvoir brancher cet agent. Et donc on a en fait tout un tas de choses qui sont automatiquement gérées, notamment les options Java. Je ne sais pas si, je pense que certains d'entre vous se sont frottés à ce genre de choses. Lorsque vous créez des images Docker pour votre application Spring Boot, par exemple, faites très attention aux options JVM que vous allez passer au niveau de votre conteneur. Puisque ce n'est pas simplement la taille de la mémoire, le XMX, pour les initiés, qu'on va donner à notre JVM, ne doit pas correspondre à la mémoire allouée au conteneur, puisqu'en fait, si vous vous êtes intéressé au sujet ou si vous êtes frotté au problème, en réalité, la gestion de la mémoire en Java est un peu compliquée. Et si on ne choisit pas les bonnes options au niveau de notre JVM, qu'est-ce qui va se passer ?
À l'exécution, la JVM va vouloir allouer plus de mémoire qui n'est disponible dans le conteneur, et votre conteneur va se faire tuer, va se faire OM killed par le kernel. Et donc c'est toute une science en fait pour arriver à avoir les bonnes options JVM. Le clan Native Build Pack est capable de vous setter ça pour vous automatiquement. Voilà, on parlait tout à l'heure des mises à jour de JVM, c'est traité par le système. Là, on a vu la partie qui va permettre de simplifier la création de nos images Docker. Intéressons-nous aux solutions d'orchestration Kubernetes. Il se trouve que Pivotal, avec la participation de VMware, est à l'origine d'un projet qui s'appelle PKS, Pivotal Container Service. Alors cette solution Kubernetes, ça va être cette distribution Kubernetes, ça va être l'occasion en fait de pouvoir avoir une solution d'orchestration de Kubernetes at scale pour vos entreprises. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peu importe l'infrastructure sur laquelle vous allez tourner, que ce soit du vSphere, que ce soit du Google, Amazon, Azure, la distribution PKS va pouvoir s'installer sur cette infrastructure et va vous offrir, en fait, d'un point de vue opérateur, le même niveau d'expérience. Donc vous allez être capable d'appliquer des patchs de sécurité, par exemple, quel que soit l'environnement dans lequel vous êtes. Ça veut dire que si vous êtes sur du GCP, ou si vous êtes sur du vSphere, vous allez appliquer des patchs de sécurité de la même manière. Et ça, mine de rien, ça change la vie d'un point de vue opérateur. On n'a plus de playbook Ansible, par exemple, à faire tourner pour mettre à jour une infrastructure Kubernetes pour un environnement en particulier et à devoir le refaire ou à le réinventer lorsqu'on change de couche IaaS sous-jacente. L'intérêt donc de cette solution, de cette distribution PKS, c'est qu'elle va vous permettre d'avoir le choix sur votre infrastructure. Et derrière, en fait, donc vous allez pouvoir choisir votre cloud provider, voir fonctionner on-prem. Et derrière, vous allez également pouvoir bénéficier de tous les patchs de sécurité et du support de Pivotal et de VMware. Donc, lorsque vous utilisez PKS, vous êtes en capacité de pouvoir vous brancher sur ce qu'on appelle le Pivotal Network, qui va vous amener des patchs de sécurité sur tous les niveaux qu'on a vus précédemment. Alors, ça peut être un noyau Linux, ça peut être une mise à jour de Kubernetes, ça peut être les différentes mises à jour de middleware qu'on a vues tout à l'heure. Et l'opération que j'ai lancée tout à l'heure, dans la pipeline, finalement, est connectée à Pivotal Network et est capable de récupérer, c'est ce qui s'est passé là, je l'ai téléchargé juste avant, les dernières versions de PKS pour pouvoir derrière simplifier le déploiement et la mise à jour de votre distribution. Vous avez là, du coup, une offre, une solution qui va vous permettre, en fait, de faire tourner vos conteneurs, ici. Donc, les conteneurs, idéalement, sont construits avec un build pack ou les mécanismes qu'on a vu tout à l'heure, le jib, etc., pour simplifier la création des images Docker. Et l'idée, c'est que, avec une couche d'abstraction que vous ne voyez pas en tant que développeur ou en tant qu'opérateur, qui s'appelle BOSH, et qui est la base de Cloud Foundry et de PKS, vous allez pouvoir adresser différents cloud providers qui sont mentionnés ici. Et donc, ça change la vie en fait d'un point de vue opérateur. C'est terminé le temps où vous deviez vous occuper personnellement de vos dizaines, de vos centaines de VM et de patcher le noyau Linux parce qu'il y avait une nouvelle mise à jour et on devait corriger une faille type Dirtico ou patcher pour Meltr ou pour Meltdown ou Spectre le noyau Linux par rapport à une faille de sécurité. Avec les solutions PKS de VMware et Pivotal, vous avez une approche homogène qui va vous permettre de mettre à jour ce genre de choses. C'est ce qui est en train d'être fait là en ce moment même. Pendant que vous utilisez l'application qu'on a vue tout à l'heure, on est en train, avec la pipeline, de mettre à jour la distribution Kubernetes, de mettre à jour le conteneur runtime Docker, afin d'avoir une faille un runtime qui soit corrigé. Alors, je vais peut-être faire un focus rapidement pour voir où on en est. Hop. Voilà. Donc là, vous avez un outil qui s'appelle Concourse. Et ce que je vais faire, c'est qu'on arrive juste à temps.
OK. Donc là, ce que vous voyez, je pense que je vais peut-être augmenter la taille pour que tout le monde puisse le voir. Donc là, ce que je fais, c'est qu'en même temps que je suis en train de dérouler ma pipeline de mise à jour de ma distribution PKS, je suis en train de pinguer mes nœuds et on voit qu'en fait, je suis arrivé un peu tard, puisque vous voyez ici l'âge de mon worker, il a déjà 3 minutes. Donc c'est qu'il a probablement été mis à jour il y a 3 minutes pendant que je vous parlais en fait. Donc le processus est allé plus vite que ce que je pensais, c'est très bien. Pour celles et ceux qui sont connectés à l'application, vous devriez normalement, voilà. Vous avez vu ici, pas d'interruption de service. L'application a continué à fonctionner, alors que dans mon dos, derrière, la pipeline était en train d'appliquer un patch de sécurité sur mon PKS. Vous avez vu là que ça m'a pris simplement un clic de souris. En réalité, cette pipeline se base sur des composants qui sont fournis et qui sont maintenus par Pivotal. On appelle ça Platform Automation. Ça veut dire qu'on peut déployer ce genre d'infrastructure chez vous. On vous forme à l'utilisation de ces pipelines. Et ça veut dire que lorsqu'il va y avoir des mises à jour de Kubernetes, de Linux, des mises à jour de PKS lui-même, ces éléments étant supportés par Pivotal et VMware, ça veut dire que vous allez être en capacité de pouvoir suivre les mises à jour de ces différents composants. Donc une mise à jour de Kubernetes qui intervient tous les mois, c'est un non-événement. Vous avez vu, c'était un clic de souris dans ma pipeline. Et on a certains même de nos clients qui font des mises à jour automatiques. C'est le cas, pour les citer, de T-Mobile aux États-Unis, qui a écrit un retour d'expérience sur le sujet, notamment derrière à la KubeCon Seattle en décembre dernier. Ils étaient montés sur scène pour parler de leur expérience. Et ils ont été en capacité, en fait, ils ont vu par eux-mêmes l'intérêt des solutions comme celle-ci. Puisque il y a des failles de sécurité qui ont été découvertes au niveau de Kubernetes, qui permettaient de prendre la main sur un worker directement à partir de flux HTTP. Donc c'était pas Runc, mais c'était une autre faille. Et en fait, leurs clusters Kubernetes, alors ils font tourner 40 000 conteneurs. Donc c'est quand même pas une petite infrastructure. Et en fait, leurs clusters Kubernetes se sont mis à jour le vendredi. Les pipelines que je vous ai montrés là se sont déclenchés, ont vu qu'il y avait des mises à jour qui arrivaient par Pivotal Network, et les mises à jour se sont lancées. Ils se sont dit, tiens, c'est curieux. Et en fait, le lundi, la faille a été annoncée publiquement. Vous avez le boss de T-Mobile qui arrive dans le bureau des Ops, de la plateforme Team, qui leur dit, il va falloir qu'on mette à jour. J'ai entendu qu'il y avait une faille de sécurité importante qui avait été découverte au niveau de Kubernetes. Qu'est-ce qu'on fait ? En fait, l'équipe s'est aperçue que leur cluster était déjà patché, avait déjà le patch de sécurité. Tout ça pour vous dire que lorsque ces éléments-là sont mis en place, vous avez une certaine automatisation qui se met en place. Et les mises à jour de cluster Kubernetes, ça devient quelque chose de normal. Et bien entendu, ce qui est important, c'est que pendant que ces choses-là s'exécutent, pendant que PKS est mis à jour, votre application, elle continue de tourner. Évidemment, l'intérêt, c'est qu'on n'ait pas de downtime, on ne soit pas obligé d'arrêter notre infrastructure parce qu'on est en train de patcher un kernel Linux. Imaginez que vous avez une centaine ou des milliers de VM à patcher, ça peut représenter un certain travail si on doit le faire manuellement. Avec ce genre d'infrastructure, ça se fait sans qu'on ait à se soucier de ce genre de choses. Donc l'application continue de tourner, ce qui me permet de continuer le fil de la présentation. On parlait de Trusted Container Pipeline tout à l'heure. Et j'ai une remarque sur le contenu de nos images Docker. Comment est-ce qu'on s'assure de ce qu'il y a à l'intérieur ? Comment est-ce qu'on sait qu'il y a 580 vulnérabilités dans l'image Docker qu'on est en train de mettre en prod ? Bon, si on n'y met pas le bout de notre nez à l'intérieur de ce conteneur, on ne peut pas le savoir. Et c'est pour ça qu'il y a des outils qui existent pour ça. Et il y a notamment Arbor, qui est une solution de container registry qui fait partie de CNCF, donc Arbor, c'est une solution open source qui se trouve être développée par VMware. Et ce container registry va être en capacité
Donc non seulement de stocker vos images Docker, mais également de pouvoir scanner le contenu de ces images. Arbor est connecté à une base de données qui référence l'ensemble des vulnérabilités qui sont connues à ce jour, et c'est une base de données qui se met à jour en permanence. Et donc régulièrement, on va être en capacité de scanner le contenu de vos images Docker, et donc du coup d'avoir une action proactive par rapport à ça. Si on détecte qu'il y a une faille de jugée critique dans une image Docker, Arbor va être capable d'effectuer des actions derrière. Donc il va pouvoir notifier, et sur cette notification, vous allez pouvoir faire quelque chose. L'intérêt, c'est que si vous branchez votre Docker, votre Arbor sur des mécanismes de construction automatique d'images Docker, comme on a vu tout à l'heure, comme les CLAN Native Build Pack, vous comprenez l'intérêt, c'est que sur détection d'une faille de sécurité, on va être en capacité de reconstruire les images Docker pour pouvoir récupérer les mises à jour, si les mises à jour se situent au niveau du conteneur, sans avoir à passer par l'étape « je redéveloppe mon application ». C'est-à-dire que je vais pouvoir patcher mon image Docker sans avoir à solliciter mon équipe de développement. Le jar, le war, le AR, mon Node.js, il est stocké quelque part en gestion de configuration. Les CLAN Native Build Pack sont en capacité de récupérer cet artefact qui a été versionné, qui a été construit, et sans avoir à faire appel à l'équipe de développement, de pouvoir reconstruire l'image Docker sans intervention humaine, et derrière, du coup, d'avoir une nouvelle version patchée, notre conteneur Docker, qui va pouvoir après, derrière, être déployé sur nos clusters. Voilà, donc Arbor est capable de scanner les vulnérabilités de nos conteneurs. Il est capable également de signer les images Docker pour être certain que ce que l'on met en prod est bien ce que l'on a construit et s'assurer qu'on maîtrise ce qui va en prod. Voilà. Si vous étiez, alors pour celles et ceux qui étaient à KubeCon, il y avait un stand Pivotal VMware. Je vous mettrai les liens, il y a les liens dans la présentation. Et donc sur le stand Pivotal VMware, il y avait un exemple de mise en œuvre de tout ce que je viens de vous dire, de Trusted Container Pipeline, qui met en œuvre une pipeline de construction de projets, que ce soit Jenkins ou Concours, ce que vous voulez. Et derrière, on a un Arbor qui scanne les images, et on a un Spinnaker qui est capable, qui est branché à l'Arbor, et qui est capable de déployer sur plusieurs clusters Kubernetes votre application. Vous avez ici vous avez une vidéo YouTube que vous pourrez consulter qui vous explique la mise en œuvre de cette Trusted Container Pipeline que vous pouvez mettre en œuvre pour vos propres applications. Pour finir, la sécurité, a fortiori quand on parle de Kubernetes, des images Docker, etc., c'est vraiment une histoire sans fin. Il ne faut pas s'imaginer qu'une fois qu'on a installé notre cluster Kubernetes, que l'histoire est terminée. Les mises à jour, il y en a en permanence. Des pages de sécurité, quand il y a une faille de sécurité, ça ne prévient pas. On ne sait pas quand une faille va tomber. Et donc, il faut qu'on soit en capacité de pouvoir suivre, d'opérer et mettre à jour nos clusters et nos images Docker. Donc, il faut que vous ayez une stratégie et donc les outils adaptés qui vous permettent de faire ce genre de choses. On a vu ici ce soir, rapidement, on a survolé quelques-unes des solutions qui étaient proposées par Pivotal, VMware et la communauté open source pour adresser ce genre de choses, mais je vous invite fortement à vous y intéresser. Construire une Trusted Container Pipeline, ça peut vous sembler peut-être inaccessible, puisque vous dites finalement, à quoi ça va me servir j'ai 3 worker nodes, j'ai une dizaine de conteneurs qui vont en production, est-ce que ça vaut le coup d'installer et de mettre en place ce genre de choses? Probablement pas. Probablement que pour une échelle limitée de conteneurs, un nombre ramassé de worker nodes, c'est probablement peut-être pas utile de mettre en place ce genre de choses parce que vous allez être peut-être patcher 10 VM, c'est des choses qui sont de l'ordre de l'accessible. Mais quand vous avez 10 000 conteneurs, lorsque vous avez des centaines de VM à patcher, lorsque vous avez une organisation qui est beaucoup plus sérieuse à ce moment-là, vous avez beaucoup de choses à gérer, vous avez besoin d'avoir des outils et des mécanismes en place pour automatiser tout ça. Et là, ce que vous voyez là ce soir, c'est que ces solutions-là, elles existent. Et c'est pas de la science-fiction et c'est pas simplement un projet open source
qui serait utilisé par personne. Aujourd'hui, vous avez des grandes organisations qui, en s'appuyant sur ces solutions-là, sont en capacité de patcher des installations avec 40 000 conteneurs sans que ça devienne un événement et sans qu'on ait besoin d'éteindre la production parce qu'on est en train de patcher des éléments de notre cluster. Donc il y a des solutions pour ça. Et Pivotal Container Service, solution Pivotal et VMware, fait partie de ces solutions qu'on préconise pour faire ce genre de choses. Pour prolonger la discussion, vous avez ici un certain nombre de liens. Si vous êtes intéressé par le code source de l'application, alors c'est pas grand-chose, hein, l'application Chatbox qu'on a vu tout à l'heure, mais simplement pour vous montrer que c'est une vraie application Spring Boot avec quelques dizaines, peut-être 100, 150 lignes de code. C'est pas grand-chose, mais c'est une application que vous allez pouvoir consulter. Vous allez même pouvoir la déployer sur vos propres clusters Kubernetes. Et je vous invite à expérimenter par vous-même et à voir ce que ça peut donner que de patcher. Et voyez si vous arrivez à patcher vos clusters sans interruption de service. Vous avez également certains articles disponibles sur le blog de Pivotal qui vont en fait aller un petit peu plus loin dans mes propos sur pourquoi vous avez besoin d'une plateforme qui soit secure by default. Et l'exemple que je citais tout à l'heure, de mise en œuvre d'une pipeline de construction de projet avec un Arbor et un Spinnaker. Voilà, vous avez la vidéo disponible sur YouTube. Merci d'être présent et d'avoir assisté à cette présentation. Simplement pour prolonger la discussion, sachez que nous organisons à Paris un événement qui s'appelle Pivotal Paris. C'est le 4 juillet prochain. C'est une journée. C'est une conférence gratuite. Je vous invite à vous inscrire et à y participer. Ce sera l'occasion, vous avez le lien qui s'affiche ici, ce sera l'occasion en fait d'assister à des retours d'expérience de clients qui ont mis en œuvre ce genre de solution et qui ont opéré une transformation de leur organisation. Comment est-ce qu'on arrive à fonctionner plus vite? Comment est-ce qu'on arrive à avoir des plateformes qui soient toujours à jour, immunes face aux failles de sécurité? Et vous avez également des sessions techniques autour de Spring, autour des pratiques de gestion des projets, des pratiques de déploiement, etc., Spinnaker, etc., etc. Vous avez l'agenda qui est disponible sur Internet. Je vous invite à vous y inscrire. Et de manière un petit peu plus lointaine, vous avez également Spring One Platform. C'est là, pour le coup, aux États-Unis. C'est une conférence importante de Pivotal, qui est organisée par Pivotal, dans laquelle vous aurez également, à ce moment-là, beaucoup d'annonces autour des solutions, des technologies Pivotal. Et c'est également l'occasion d'avoir accès à des sessions intéressantes autour de Spring et de l'écosystème. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci pour la présentation. Tu as beaucoup parlé donc d'analyse statique de sécurité, oui. Donc patch, etc. Est-ce qu'il y a des choses qui, soit dans la roadmap, soit qui existent déjà, en fait, sur tout ce qui est comportemental en production, en fait? Oui. Alors, l'intérêt d'une solution comme PKS, par exemple, c'est qu'il y a un marketplace dans lequel on va pouvoir se brancher et avoir des intégrations privilégiées avec certains partenaires. Donc par exemple, dans le cas que tu citais, il y en a un qui me vient en tête, c'est Aquasec, qui était présent à KubeCon et qui est un partenaire certifié pour PKS et qui va permettre, en fait, c'est un agent, un daemon set qui va être déployé sur ton cluster et qui va être en capacité de scanner en fait au runtime l'exécution de ton application et de tes conteneurs et de vérifier que à un moment donné il n'y a pas des choses un peu bizarres qui sont faites derrière ton dos. Voilà. Et du coup de t'avertir, de te notifier qu'il a détecté un comportement anormal dans ton cluster. Voilà. Donc il y a ce partenaire-là, mais il y en a plein d'autres. On a des centaines et des centaines de partenaires qui sont disponibles sur ces plateformes-là. Merci. J'ai pas bien compris le fait qu'il met à jour la registry de manière automatique. Oui. Et est-ce qu'on peut y adjoindre des tests techniques avant qu'il mette à jour? Alors, on a vu, effectivement, c'est une très bonne question, c'est comment est-ce qu'on s'assure qu'il n'y a pas de régression, effectivement. Alors, il y a différentes manières de répondre à cette question.
Une des manières d'y répondre, c'est d'avoir une pipeline ici qui peut orchestrer ce genre de choses. C'est-à-dire que sur détection d'une nouvelle image Docker, de réaliser des tests end-to-end, bout en bout de ton application et s'assurer qu'il n'y ait pas de régression. Donc tu vas faire tourner ça sur un cluster dédié et que tu vas exécuter les tests que tu as besoin de faire. C'est une manière de faire, c'est une solution. Tu as également la possibilité, si tu utilises par exemple Spinnaker pour déployer tes applications sur tes différents clouds, la capacité de pouvoir lancer des tests et d'avoir des versions Canary qui sont déployées sur ton cluster. Et donc là, en prod, directement, tu vas monitorer et vérifier que l'application continue de fonctionner. Si tu commences à récupérer des erreurs 500 ou tu détectes qu'il se passe des choses pas très normales dans l'exécution de tes conteneurs, de pouvoir faire un rollback, de revenir en arrière suite à ça. Spinnaker est un exemple de déploiement. Spinnaker qui est un outil open source pour ceux qui ne connaissent pas. Outil open source fait par Netflix et qui permet de simplifier et d'automatiser le déploiement de vos applications sur différents clouds. Donc ça devient différents clusters par exemple, différents clusters Kubernetes. Donc tu vas pouvoir facilement gérer le déploiement sur un cluster sandbox, un cluster de développement, un cluster de pré-intégration, enfin pré-prod et prod par exemple. Voilà. Et puis après avec des solutions type Istio ou Contour de VMware, tu vas être en capacité aussi de pouvoir gérer la quantité de trafic que tu vas envoyer sur certaines versions de tes pods, par exemple. Si tu es sur une approche microservice, tu vas pouvoir être en capacité de dire, voilà, la V2 de ce pod, je ne vais y amener que 10% du trafic, et le reste, ça va aller sur la V1 qui continue de tourner. Et à ce moment-là, progressivement, tu vas augmenter la quantité de trafic que tu vas allouer sur la V2 jusqu'à arriver à 100%. Et puis quand tu t'apercevras que ça continue de fonctionner normalement, tu vas pouvoir décommissionner la V1. Donc avec Istio ou Contour, tu peux faire ce genre de choses. Donc, et en fait, bien souvent, les entreprises, selon la maturité des équipes, mettent en œuvre progressivement les trois techniques. Voilà. Donc à faire du pipeline qu'on a vu ici avec test d'intégration bout en bout, du Canary deployment et de l'A/B testing, voilà, pour citer les patterns de déploiement d'applications. Okay, du coup, si j'ai bien compris, le pipeline se lance et rebuild l'image Docker à jour, ouais, avec un from différent du coup. Alors, ça veut dire que dans le from, ouais, tu peux pas signer ton image, j'imagine, puisque tu changes le from. Le from, tu veux dire, c'est-à-dire du coup, si on veut rebuilder une image en enlevant les failles de sécurité qu'il y a dans l'image de base, ça se passe comment? Est-ce que c'est patché directement dans les layers ou est-ce que c'est vraiment une reconstruction de l'image, auquel cas, ouais, tout ce qui est signature SHA-1 du from, on ne peut pas l'utiliser? C'est là où ça devient intéressant en fait, au niveau de l'implémentation de Cloud Native Build Pack. Si je me réfère en fait à un schéma qu'on a vu tout à l'heure, gardez en tête que un conteneur est composé de différentes layers. Et ce que va faire les Cloud Native Build Pack, c'est qu'il est en capacité, connaissant les différentes layers qui sont à l'intérieur de ton conteneur, il va être en capacité, s'il s'aperçoit qu'il y a une mise à jour au niveau de Java, par exemple, sans changer les couches intermédiaires, il va être capable, lui, de pointer sur une nouvelle version, par exemple, de l'OpenJDK que tu utilises, sans avoir à modifier la signature des autres couches. Un conteneur OCI, un conteneur Docker, c'est quoi? C'est un empilement de couches. C'est une liste chaînée. Hein, donc il y a un manifeste quelque part qui dit que mon conteneur est composé de cette layer-là, etc., etc. Chacune de ces layers est signée et l'ensemble est également signé. Donc, les Cloud Native Build Packs sont en capacité, sans changer la signature des autres couches, tu vois, de pouvoir changer et donc de pouvoir pointer vers une autre layer qui correspond à une mise à jour. Et l'intérêt en fait de cette implémentation, de cette technique, c'est que pendant qu'il patch les conteneurs, il n'est pas nécessaire de télécharger l'image Docker dans sa totalité, de reconstruire l'image Docker en empilant les différentes couches. Le Cloud Native Build Pack est en capacité, il y a une opération qu'on appelle rebase, c'est-à-dire qu'on va être en capacité de pouvoir opérer directement au niveau du conteneur, du registry conteneur.
Donc tu n'as pas besoin de télécharger l'image, de la reconstruire et de faire un pull et un push. Tu vas pouvoir directement allier sur ton Arbor ou sur ton Quay ou sur ton peu importe ce que tu utilises comme Docker Registry, et donc de pouvoir directement changer au niveau serveur. Et tu changes le manifeste au niveau serveur et tu dis voilà, c'est pas cette layer là, c'est cette layer là qu'il faut utiliser. Voilà. Donc c'est assez, quand on met en œuvre ce genre de choses, ça va très très vite en fait. Hein, et c'est ça c'est le propos de fin de tout à l'heure. Lorsque tu as 10 000 conteneurs à mettre à jour, t'imagines derrière, si tu dois télécharger 10 000 fois tes images Docker, les reconstruire et les repousser sur ton conteneur registry, ça va prendre un certain temps. Avec des technologies comme celle-ci, tu vas pouvoir patcher les conteneurs sans avoir à les télécharger, directement en opérant directement sur le Docker registry ou le conteneur registry. Au niveau de la solution, ça s'arrête au niveau des CV, au niveau des middleware, ou ça peut aller plus loin sur les librairies Java qui sont apportées? Alors, au niveau de ton application Java par exemple est elle-même composée de différentes bibliothèques. Les différentes layers, enfin les différentes libs que tu inclus dans ton application, tu vas pouvoir les scanner a priori de manière plus appropriée au niveau de la construction de ton logiciel. Donc dans la pipeline, traditionnellement c'est ce qu'on fait, c'est qu'on va par exemple s'appuyer sur des outils type Sonatype, Nexus, qui va être en capacité de scanner le contenu d'un jar pour vérifier le contenu et vérifier qu'on a des versions d'Hibernate par exemple qui soient à jour, ou des versions de différentes libs que tu mets en œuvre. Mais ça on le fait au moment de la construction du logiciel, tu vois. Donc dans une pipeline ou dans un repository par exemple, c'est ce qu'on fait avec des solutions type Sonatype. Tu vas avoir différents stages, différentes étapes. Donc un premier repository dans lequel les développeurs vont venir y déposer, ou un Jenkins va venir y déposer des jars. Il va y avoir des opérations de scan qui vont être déclenchées par Sonatype, par Nexus. Et si il n'y a pas de failles de sécurité qui sont détectées, si tu es à jour, grosso modo, tu vas pouvoir promouvoir ton artefact dans un autre repository qui sera peut-être lui-même connecté à une autre pipeline qui, elle, va s'occuper de construire ton image Docker, par exemple. Et c'est comme ça que tu enchaînes, si tu veux, les différentes étapes. Ok, on va prendre une dernière question, je pense. Et après, s'il y a encore des questions, autant les discuter autour de la fameuse VBIR. Ouais, j'espère que Noam, tu en as pas parlé. J'espère que les VBIR sont scalables. Ouais. Je sais pas si quelqu'un a une question. Sur la maturité des cloud build pack. Ouais. Aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut utiliser? C'est encore en sandbox? Alors, c'est encore dans la sandbox. Donc, honnêtement, aujourd'hui, c'est une technologie qui est en cours de maturation. Donc, peut-être pas forcément à mettre en prod tout de suite. Ok. Néanmoins, c'est tout simplement parce que il n'y a pas de version 1.0 qui est sortie. Ok. Mais néanmoins, les choses avancent relativement vite. On peut s'attendre à ce qu'il y ait avant la fin d'année une version stable qui sorte de ces Cloud Native Build Pack. Néanmoins, ce qu'il faut garder en tête, c'est que ces build packs sont pas nés hier en fait, ou il y a 2 mois. Et en fait, c'est le fruit de l'expérience acquise par Heroku et Cloud Foundry. Donc là, on parle de 8 ans d'expérience en fait. Donc la technologie Build Pack existe dans Heroku et dans Cloud Foundry. Elle est réutilisée sur ces 2 environnements-là. Et on construit, et aujourd'hui, si tu fais du Cloud Foundry ou du Heroku, en fait, tu utilises ces mécanismes-là. Tu profites de ces mécanismes-là qui sont stables et qui, du coup, vont en production. Ce qui est en train d'être opéré par les Cloud Native Build Pack, c'est qu'on extrait cette fonctionnalité et on la rend disponible, cette fois-ci, à tous les environnements virtualisés, type Kubernetes. C'est-à-dire que tu vas pouvoir profiter de cette expérience acquise sur Cloud Foundry et Heroku ces différentes années dans ton propre Kubernetes. Voilà. Donc c'est ça qui aujourd'hui est en cours d'incubation dans la fondation CNCF. Mais c'est l'intérêt en fait de cette solution-là, c'est que tu vas pouvoir du coup la déployer n'importe où, sur ton GKE, sur ton AKS, sur ton PKS. C'est valable partout. Voilà. Ok. Merci à tous. Donc encore merci aux speakers, merci à vous pour votre attention et du coup je vous invite à vous diriger derrière vous pour la suite de la soirée.